Je me présente, Evelyne Mousseau, agronome. Adrien a bien mis la table la semaine passée. Dans le fond, on a vu qu'il y avait une multitude de capteurs qui génèrent de la donnée. Aujourd'hui, je vais vous montrer, nous, comment on l'utilise au club, puis comment est-ce qu'on peut bien valoriser cette donnée-là. Alors, voilà, je vais peut-être juste mettre... OK. Alors, le plan de la présentation, dans le fond, aujourd'hui, je veux répondre aux questions. C'est quoi une carte de rendement? Comment est-ce qu'on peut s'assurer que c'est une bonne carte de rendement bien validée? Comment on va interpréter les données? Je vais faire un petit bout sur les cartes de rentabilité ou les cartes multi-années pour essayer de mettre plus en contexte les données qu'on prend. Puis, finalement, on va aller dans le concret. On va regarder vraiment là, le cas réel d'un producteur chez qui on s'est posé plein de questions. Alors, c'est ça. Pourquoi faire des cartes de rendement? Les cartes de rendement, ça nous permet vraiment d'avoir un autre portrait du champ, de localiser ce serait quoi les zones qui pourraient être améliorées dans les champs. Les producteurs aussi, des fois, ils savent, ils voudraient faire des améliorations, puis faut hiérarchiser à un moment donné parce qu'on ne peut pas tout faire les champs en même temps, par exemple, tout niveler ou venir investir massivement dans tous les champs. Donc, on peut essayer de voir lesquels sont les plus problématiques puis les plus améliorés. Identifier qu'est-ce qui fait que notre rendement va varier, c'est quoi la source. Puis après ça, on peut justement aller vraiment localiser nos correctifs. Puis, ça nous permet aussi d'analyser des résultats d'essai, de pouvoir plus facilement, sans avoir à faire nécessairement de la récolte manuelle, de pouvoir chiffrer telle pratique versus telle autre pratique. Alors, donc, il y a des prérequis pour pouvoir bien comprendre qu'est-ce qui s'est passé cette année-là, puis pourquoi nos cartes sont comme ça. Donc, un truc qui est vraiment important, c'est qu'au moment de la récolte, il faudrait toujours calibrer notre capteur de rendement pour les producteurs qui en ont un. Quand on dit calibrer, mes producteurs qui sont vraiment à cheval là-dessus, ils vont avoir un grain car avec une balance. Puis, quand ils vont commencer à faire leur récolte de maïs, ils vont faire une bande, ils vont regarder la batteuse donne quel poids, ils vont le transférer, ils vont regarder la balance dans le grain car donne quel poids. Puis comme ça, ils vont venir ajuster pour s'assurer qu'ils ont le bon chiffre dans la batteuse. Idéalement, on le ferait pour chaque variété, pour chaque culture. Sinon, c'est bien si on peut le faire au moins en commençant le maïs ou en commençant le soya. C'est de se garder un historique des champs ou d'aller chercher l'historique quand on veut analyser les cartes. Est-ce qu'il y avait des choses particulières? Est-ce que le contrôle de mauvaises herbes a été plus difficile cette année-là? Est-ce que c'était une année où il y a eu beaucoup d'un insecte particulier? Si on a des analyses de sol géoréférencées qui sont disponibles pour ce champ-là, il faut aller les chercher. Puis, on a plein d'infos qui sont disponibles sur InfoSol aussi pour aller voir est-ce qu'on a plusieurs types de sols, est-ce qu'avec le LIDAR, on peut voir des variations dans la topographie. S'il y a eu des fossés d'enterrés, s'il y avait plusieurs champs avant qui sont devenus un seul champ, ça va nous permettre de mieux comprendre. Puis beaucoup la météo, là, surtout on voit avec les 2 dernières années, il faut garder ça en tête quand on analyse plusieurs années. Puis vous allez le voir tout à l'heure, j'ai sorti plusieurs vieilles cartes. Puis là, après ça, il faut regarder un peu, OK, là, c'était une année mouilleuse. Puis là, on est rendu dans une année plus sèche. Ça va avoir de l'impact selon les cultures. Par exemple, ça, c'est la carte qu'un de mes producteurs m'a transmise cette année. Il m'avait envoyé ses cartes de rendement, puis il m'avait dit qu'il avait fait plein d'essais aussi de variétés. Fait que là, ce qu'on voit dans la carte, c'est qu'en jaune, c'est où est-ce qu'il a mis du Pioneer 0157. Où est-ce qu'il est en vert, il a mis un autre cultivar. En rouge, c'est un autre
cultivar aussi, mais qui est fait en semi-direct. Fait que des fois, il y a beaucoup d'essais dans les champs de nos producteurs, puis ça peut influer. Tu sais, moi, je me suis promenée dans ce champ-là cet automne, puis je le voyais là, que les épis n'étaient pas pareils du tout selon le côté du champ où j'étais. Fait que c'est sûr que ça influe aussi sur le rendement, mais ce qui est intéressant, c'est que avec les outils d'analyse, on peut aller sélectionner par variété. Puis, tu sais, comme là, on voit que ma variété P9815, ben, tu sais, ma moyenne de rendement, attendez, je vais prendre mon petit pointeur. Ah, il est ici. Fait que on voit ici que la moyenne de mon cultivar est de 12,35 tonnes hectare versus 12,69 pour l'ensemble du champ. Donc, ça peut nous permettre aussi de faire la part des choses par cultivar. Alors, quand je parlais de valider les données, ben, c'est sûr qu'on veut toujours que ce soit calibré, les capteurs, mais on s'entend, des fois, il y a des forfaitaires qui vont chez nos producteurs, puis ils n'ont pas nécessairement le temps. Des fois, on bat de nuit, là, fait que je comprends que c'est pas aussi facile d'aller calibrer très précisément le capteur de rendement. Un truc que j'ai trouvé chez les producteurs où on a accès aux quantités totales qui sont vendues, par exemple, je sais qu'il a vendu 100 tonnes de maïs sec à la fin de la saison, puis que le forfaitaire me donne toutes les cartes de mon producteur, ben, on va estimer que l'erreur est égale sur toute la récolte de maïs. Donc, si, par exemple, quand je regarde toutes mes cartes de rendement, j'ai un total de 125 tonnes, puis je regarde les quantités vendues, puis j'ai 100 tonnes, bien, je sais que le capteur était 25 trop haut, fait qu'on peut ramener à ce moment-là toutes nos données 25 plus bas. Donc, ça peut permettre de faire une mise à l'échelle, puis ben, au moins, on peut avoir des données un peu plus justes. Sinon, ben, comme Adrien l'a dit aussi la semaine passée, on peut traiter les données pour enlever toutes les données aberrantes parce que c'est certain qu'il va y avoir des données à l'entrée du champ où à chaque fois que la batteuse s'arrête puis que le grain chemine, ça va générer des données qui sont aberrantes. Si on peut avoir du 30 tonnes hectare dans le champ, mais juste à un endroit parce que la batteuse s'est arrêtée là. Puis, ça va donner une drôle d'impression sur les échelles. Donc, on va faire le ménage de ça. Puis, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever toutes les données qui sont en dehors de plus ou moins 3 fois l'écart type. Fait que je vous ai mis un petit... Ah oui, avant ça, nous, le logiciel qu'on utilise, c'est SMS Advance, qui est un logiciel qui permet de lire les données de tous les types d'équipements et d'équipementiers. Juste vous donner une idée, SMS Basic va être suffisant pour aller importer toutes les données brutes. Puis on a aussi le module perte-profit dont je vais parler un petit peu plus tard pour les cartes de rentabilité. C'est quand même, c'est 225 US annuellement pour avoir SMS Basic. Quand on va avec SMS Advance, on va avoir accès à des analyses multi-années puis à plus de fonctionnalités. Mais là, c'est 600 US par année. Fait que c'est sûr qu'il faut voir c'est quoi nos besoins, là. Alors, ben c'est ça. Ici, je vous ai mis un graphique pour illustrer c'est quoi 3 fois, plus ou moins 3 fois l'écart type. Fait qu'on voit que sur le côté gauche, on a les superficies, puis en bas, on a nos rendements. Puis, on voit que, tu sais, grosso modo, on a une cloche où nos rendements sont très concentrés. Puis après ça, ben, on a quelques petites données qui ne sont pas représentatives, là, qui sont moins de 0,0 quelques hectares. Fait que là, on voit qu'ici, notre écart type était de 0,328. Donc, 3 fois, ça ferait plus ou moins 0,98 tonnes hectare. Donc, on va faire, notre moyenne est à 2,75, fait qu'on va faire plus ou moins 0,98 sur la moyenne. Puis là, à ce moment-là, on va se situer entre nos deux flèches rouges, fait qu'on va conserver juste ces données-là. Quand on fait ça, on ne détruit pas de la donnée. On fait juste afficher les données qui sont compris dans cet intervalle-là, mais les autres données existent encore. Fait que si on en a besoin, on peut les réafficher. Donc là, on garderait 1,76 à 3,43 pour une récolte de soya là, qui ferait du sens.
Un autre truc qui peut avoir l'air basique, là, mais c'est un casse-tête sans fin, c'est comment on va les afficher, nos données. Ça va être quoi nos classes? Parce que, tu sais, on va avoir des rendements qui vont s'étaler de temps à temps. Euh, Ça va être vraiment selon l'interprétation recherchée, ce qu'on veut mettre en lumière. Moi, ce que je vais utiliser le plus souvent, ça va être une répartition contrastée selon la productivité parce que ce que je veux mettre en lumière, c'est mes zones qui sont les plus productives puis mes zones qui sont les moins productives. Donc, la moyenne, la zone qui a un rendement moyen, est un petit peu moins intéressante parce que, dans le fond, on veut venir diluer nos écarts. Les zones qui sont pas productives, ben, c'est elles qui vont vraiment faire baisser notre rendement global. Fait que, donc, c'est ça. Je vais afficher comme mon 10 le plus productif. Après ça, ça va être mon 20 meilleur, 40 moyen, 20 moins productif, puis 10 mauvais. Donc, après ça, ben, on le voit réparti pour 10 hectares, mais ça donnerait qu'on aurait 1 hectare qui serait en vert, puis on aurait 1 hectare qui serait en rouge, puis il y aurait l'intervalle qui serait de 2 hectares, puis le 40 moyen représenterait 4 hectares. Fait que sinon, ben, on peut le faire aussi de façon égale, puis d'y aller en pourcentage, 20 dans chaque classe. Ou sinon, on peut faire une répartition égale des rendements aussi. Ce que les producteurs vont apprécier des fois pour se situer mieux, ils vont dire, ah ben j'aimerais ça voir tout ce qui est à 1 tonne, 2 tonnes, 3 tonnes. J'ai des exemples après pour vous le montrer. Puis sinon, ben, si on veut vraiment montrer ce qui déroge vraiment beaucoup de la moyenne, on peut y aller avec plus ou moins 1 fois, 2 fois, 3 fois l'écart type. Donc, si je vous montre les exemples ici, fait que mon premier exemple, qui était avec la méthode du 10, 20 puis 40 à ce moment-là, dans ce champ-là, une particularité, c'est que mon producteur, en plein milieu, on voit une bande verte, là, il a fait, c'est un champ de soya qui normalement est semé au 30 pouces, puis il a semé une bande au 15 pouces en plein milieu. Fait qu'on voit qu'il y a vraiment une différence sur le rendement. Puis elle est très bien mise en avant avec le 10 meilleur. Si on y va en splittant 20 20 ben là, on perd un peu mon essai. On le voit encore un peu, là. Puis, on voit d'autres zones là, qui deviennent plus importantes, là. Nos zones rouges sont agrandies, puis ça met l'emphase un peu plus sur les problématiques qu'il y a en bord de champ. Puis finalement, ben, quand on y va avec la méthode de l'écart type, ben, encore là, mon essai au 15 pouces, ça paraît super bien au milieu. Puis sinon, ben, on voit surtout c'est qu'il y a des mini-zones qui sont mauvaises. Mais tu sais, quand on regarde les superficies qui sont impliquées, tu sais, c'est pas une carte qui va être très représentative ou intéressante. Mais une collègue qui est plus en projet me disait que c'est une autre méthode qu'elle appréciait. Fait que, tu sais, il faut vraiment essayer puis regarder dans le logiciel. On peut toutes les essayer une après l'autre puis voir qu'est-ce qui nous parle le plus. Puis quand je parlais d'y aller vraiment là, par tonne à l'hectare, ben, on peut y aller même avec la même légende pour notre maïs, notre soya, puis on va avoir vraiment une gradation, là. Fait qu'on voit de la couleur de la couleur chaude vers la couleur froide, les rendements, comment ils bougent. Fait que ça, c'est intéressant parce qu'on a un dégradé aussi à travers ça. Fait que ça peut être une information intéressante aussi. Puis c'est plus uniforme, on peut garder la même légende partout. Mais ça s'automatise aussi pour les pourcentages. Là, fait que c'est pas, une méthode n'est pas plus difficile à appliquer qu'une autre. Puis c'est ça, une fois qu'on va avoir choisi nos classes, on va voir des zones qui vont apparaître. Fait que ça va être des zones vraiment, on va regarder est-ce qu'ils sont uniformes ou est-ce qu'ils ont des formes plus rondes ou on va essayer d'interpréter
comment est-ce que ça se présente, nos variations de rendement. Fait que là, ici, je vous en ai mis plein, là, je ne vous les lirai pas toutes, là, mais on va chercher quelle est la cause en fonction de quoi a l'air le pattern. Puis ici, je vous ai encerclé en rouge que si on regarde des cartes sur plusieurs années, puis que c'est toujours comme au même endroit qu'on a ces problématiques-là, ben on va pas se dire que au lieu que ce soit une problématique ponctuelle liée à une infection, ben, un problème de maladie ou d'insectes au champ, ben, ça va être probablement plus lié au sol. Puis à ce moment-là, ben, on va pouvoir travailler dessus parce que on sait que c'est quelque chose qui revient d'année en année, puis qui peut probablement s'améliorer. Alors, ce qui m'amène à la variabilité sur plusieurs années, parce que, on regarde une carte une année, ça nous donne une idée, mais il y a tellement de facteurs qui peuvent avoir fait varier ce rendement-là que c'est mieux quand on a un historique puis qu'on peut regarder des données sur plusieurs années. Fait que, idéalement, on aimerait ça avoir au moins 3 années. Puis, quand on va faire ça, ben, là, on va mélanger du rendement de soya avec du rendement de maïs. Fait qu'on ne peut pas marcher en tonnes à l'hectare parce que ce n'est pas les mêmes échelles de rendement. Donc, on va utiliser des valeurs normalisées qui vont être en pourcentage ou on pourrait aussi aller en dollars à l'hectare. Alors, comme je vous disais, ben, ici, on a une carte de soya sur 4 années que je vais utiliser plus loin pour un autre exemple. Donc, on voit le rendement, ben là, comme je vous disais, il est en pourcentage. Donc, on voit nos zones qui sont plus faibles sur les 4 années en faisant la moyenne. Puis, on voit nos zones qui performent toujours mieux. Puis, on va pouvoir regarder aussi c'est quoi le coefficient de variation pour savoir est-ce que à chaque année, mon rendement il est bas à cet endroit-là ou c'est les années humides, il est bas, puis les années sèches, il est plus haut. Donc, en sortant de notre coefficient de variation normalisé, ben, là, on voit que nos zones rouges ici, c'est les zones qui vont être plus stables dans le temps. Puis nos zones vertes, ben, certaines années, le soya il est bon, certaines années, le soya il n'est pas bon à cet endroit-là. Donc, ça va nous permettre aussi là, de se faire une idée, est-ce que c'est plus lié à la météo, à l'égouttement? Fait que ça nous permet de mieux interpréter. Là, je ne suis pas fine, là, je ne vois pas mes titres, mais là, ici, cette carte-là, oui, c'est ça, c'est une carte multi-année, vraiment avec des années depuis 2000 d'un champ. Puis, ce qu'on voit là, c'est que, tu sais, on va avoir nos rendements avec ben, les parties qui sont moins bonnes, les parties qui sont meilleures. Mais, tu sais, quand on regarde ça, des fois, l'échelle, tu sais, on la regarde puis on se dit, tu sais, c'est en pourcentage, ça part pas à zéro parce que, tu sais, ça dépend vraiment de chaque carte, comment elle était au départ. Fait que, tu sais, on est en pourcentage de rendement. Puis là, après ça, nous, on reclasse ça en pourcentage encore. Des fois, ça parle un petit peu moins aux producteurs. Fait que là, c'est là que l'intérêt de la carte de rentabilité apparaît, moi, je trouve, sur les cartes multi-années. Donc, ici, pour le même champ, on avait fait la carte de rentabilité. Puis là, à ce moment-là, au lieu d'être en pourcentage, on va être en dollars à l'hectare. Donc, ça va vraiment permettre aux producteurs de voir, tu sais, en zone rouge, tu sais, on a mis entre 528 et 1100 $, mais la moyenne de cette zone-là, c'est 921 $. Donc, tu sais, ils voient comment ces zones-là dégagent d'argent versus ces zones meilleures qui sont à 1451 $ en moyenne. Puis, puis là, ben, c'est ça. Là, après ça, ben, ça permet de voir, ben, si on arrivait à remonter mon rouge dans mon orange, ça coûterait tant, mais je pourrais dégager tant. Comment est-ce que je peux arriver à ça? On peut essayer de se projeter un petit peu plus. Puis
là, c'est ça, ça va nous changer comme de paradigme. On va aller, tu sais, est-ce qu'on veut toujours produire plus ou on veut faire plus d'argent sur notre surface? Fait qu'on va passer des tonnes à l'hectare vers les dollars à l'hectare. Quand on a les coûts à la ferme, c'est sûr que les cartes vont être plus précises. On pourrait utiliser les coûts moyens dans la région. Mais travaillant avec des agroéconomistes, je pense que c'est important pour tout entrepreneur de connaître ses coûts de production puis pour prendre des bonnes décisions. Mais ça dépend, c'est ça, des informations qui sont disponibles à la ferme, qu'est-ce que le producteur a fait comme démarche. Comment est-ce qu'on calcule le coût de production? Dans le fond, ça va être les tonnes à l'hectare, tu sais, combien on a fait de tonnes à l'hectare, puis combien on les vend, moins combien on a dépensé en charge variable à l'hectare. Nous, on va parler de marge sur charge variable parce que ça va vraiment concerner juste ce qu'on va dépenser dans le champ. Là, je vous mets ici là, les différentes charges. Parce que, tu sais, ça donne vraiment une meilleure idée. Tu sais, on met tant d'argent dans ce champ-là à chaque endroit. Puis, tu sais, il y a un endroit où, tu sais, on met autant d'engrais, puis il donne moins. Fait que, tu sais, est-ce qu'on pourrait mieux optimiser ça? Puis, ça va compter aussi les opérations culturelles, tu sais, compter le temps du producteur, compter la dépréciation de la machinerie. C'est d'essayer de bien mettre tout ça en valeur. On pourrait le faire aussi sur une marge nette. Ça a été un questionnement qu'on a eu, nous, au début, quand on a commencé à jouer là-dedans, parce qu'on se disait, la marge nette, c'est ce qui reste vraiment dans la poche du producteur à la fin. Ça parle beaucoup plus. Sauf que ça va induire un biais parce qu'on va répartir là-dedans aussi l'endettement, mais l'endettement est réparti sur toute la superficie cultivée. Puis là, on peut avoir l'impression, quand on rajoute ce coût-là, que le producteur il perd beaucoup d'argent à cultiver une certaine zone. Sauf que s'il arrête de cultiver ça, ben, il va répartir tous ses coûts d'endettement puis tout ça sur plus petit. Fait que ça va être encore pire. En tout cas, en regardant tout ça, on a fini par se dire que la marge sur charge variable était vraiment mieux pour regarder ça. Puis, je vous invite à jaser avec un agroéconomiste si vous voulez vraiment avoir les tenants et aboutissants. Puis, ouais, c'est ça. La marge nette, ça va être vraiment plus pour la capacité à investir, voir la bonne santé d'une entreprise, alors que la marge sur charge variable, on va vraiment voir l'impact direct d'un changement de pratique sur le rendement. Donc, comment on va faire ça concrètement? Ben, on va faire la multiplication. On a un module, là, perte-profit dans SMS, mais ça pourrait se faire aussi dans d'autres logiciels de géomatique. Il faut juste faire un calcul. Donc, je vous le montre dans la carte. Fait que, tu sais, à chaque endroit, à chaque point où est-ce qu'on a capté le rendement, on va faire le calcul. Par exemple, à cet endroit-là, c'est 4,5 tonnes à l'hectare. Il l'a vendu à 521 l'hectare, dollars la tonne. Puis, nos charges variables pour ce champ-là ou pour son soya cette année-là étaient de 505 l'hectare. Donc, on fait le calcul, ça nous donne une valeur pour chaque point qu'on va ensuite répartir en classes. Fait que c'est ça. C'est quoi la différence entre une carte de rendement et une carte de rentabilité? Ben, ça dépend vraiment de ce qu'on en fait et comment on le classe. Je vais vous montrer les différentes classes après, là, mais ça nous permet de visualiser l'impact économique des variations de rendement. Des fois, le producteur de dire, ah, ben, là, à cet endroit-là, tu avais une tonne à l'hectare, ben, il sait que ce n'est pas nécessairement bon, mais là, en voyant les différences de rendement, ça peut donner une meilleure idée. Des fois, on va penser que telle culture est plus payante qu'une autre, mais peut-être qu'il y a certains champs qui grèvent le rendement de cette culture-là. Fait que, ça permet vraiment d'y aller par champ, puis pas seulement par culture. Puis c'est ça, de voir c'est quoi le payback, c'est quoi le retour sur investissement. Si je décide d'investir
des milliers de dollars. Il faudrait que j'augmente mon rendement de combien pour réussir à payer ça en combien de temps? Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est réaliste? Fait que ça nous donne au moins une base sur laquelle. Ça ne veut pas dire que on va réussir à remonter toutes nos catégories, mais des fois, on peut se comparer aussi avec d'autres champs où il y a eu ces pratiques-là déjà, puis dire, ah, ben, même type de sol, on a fait ça, ça l'a augmenté de temps. Fait que ça nous permet de calculer un peu. Puis, ben, avec les cartes pluriannuelles, on peut faire une moyenne de rentabilité des différentes cultures. Fait que ça peut aider aussi à voir quelles cultures sont les plus rentables ou comment est-ce qu'on organise notre rotation. Donc, ici, je vous ai mis une carte. On a la carte en rendement classée en pourcentage. Puis ici, après ça, on la met avec différentes classes sur charge variable. Là, dans ce cas-ci, on avait jonglé beaucoup avec les classes. On avait décidé d'y aller. On se disait les frais fixes sont à 960 $. Fait que sans le mettre dans nos coûts de base, on peut quand même se dire, ah ben, tu sais, tout ce qui est rouge, ben, ou non, ce qui est orange et rouge, ben, tu sais, on ne couvre pas nos frais fixes. Fait que, tu sais, on sait que c'est comme moins bon. Puis après ça, ben, tu sais, on voit nos autres classes. Fait que ça donne un autre point de vue sur le champ. Tu sais, on voit que, tu sais, il y avait quand même 35 % du champ qui était à 1553 $ de moyenne. Mais tu sais, comme je vous disais, on a passé beaucoup de temps à juste se demander ce serait quoi les meilleures classes. Puis tu sais, ultimement, ça peut être juste avec le producteur aussi, là, qu'on dit qu'est-ce que tu aimerais mieux voir en lumière pour les différentes cultures. Tu sais, est-ce qu'on met en vert au-delà d'un certain seuil ou c'est sûr que si on leur classe en pourcentage, ben c'est en dollars à l'hectare, mais on voit exactement la même chose que si on était en tonnes à l'hectare. Fait que c'est de voir comment est-ce qu'on peut ce qu'on veut voir finalement. Là. Je vais avancer un peu plus vite, j'étais un petit peu en retard. Fait que là, sinon, ben, c'est ça. Là, ici, ah oui, ça, c'est intéressant parce qu'on regarde une carte multi-année, puis après ça, on va aller se comparer avec une carte par culture par année en gardant les mêmes catégories, ben, les mêmes classes. Puis là, on voit vraiment là, la différence. Quand il a fait son soya, le soya a vraiment été plus payant chez lui que la moyenne des 3 années. Donc, on se dit, ah, ben, chez vous, le soya, ça vaut vraiment la peine. Puis après ça, ben, ça peut être de rééquilibrer la rotation en fonction de ça. Ça dépend toujours des années aussi. Donc, j'arrive dans mon cas concret. Donc, c'est une ferme en grande culture. Fait que je vais vous donner comme la description de toute la ferme. Souvent, les producteurs vont nous arriver avec une problématique, puis là, on va creuser, puis les cartes de rendement vont être vraiment un outil important pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est une ferme qui est en semi-direct depuis 30 ans. La rotation, c'est maïs, soya, blé, tout le temps. La carte pédologique nous disait qu'on était tous dans le même type de sol, un loam limono argileux. On va voir après que des fois, les cartes pédo, l'échelle n'est pas nécessairement assez bonne pour faire. On peut voir en gros, mais ça ne veut pas dire que c'est assez précis pour gérer un champ. Ça a été drainé souterrainement en 75, c'est aux 47 pieds. Puis le producteur, il avait déjà nivelé 2 fois. La dernière fois, c'était en 2011. Puis là, ben, on voyait qu'il y avait vraiment comme une zone plus problématique au sud. Puis, il y avait des petites problématiques aussi là, sur le côté gauche du champ. Fait qu'on avait quand même plusieurs années là, de données. Donc, là, on peut essayer de voir est-ce qu'on a des patterns, est-ce qu'on a des choses qui apparaissent. Dans ce cas-ci, si on allait voir avec nos drains, puis on allait sélectionner vraiment aux 47 pieds, en sachant sont où nos drains, on peut vraiment aller sélectionner nos lignes de points. Puis, dans ce cas-là, on voyait que notre moyenne sur les drains était de 8,8 tonnes.
versus la moyenne qui était à 8,6. Ensuite, si on va regarder entre les drains, bien là, on était à 6,9 versus 8,6. Fait que là, je vous ramène sur les drains. Fait que là, déjà, on voit qu'il y a une problématique d'égouttement. Mais en même temps, on est quand même aux 46 pieds, c'est quand même pas si mal. On peut aussi, ça c'est pas le même champ, là, mais on peut aller superposer les plans de drainage, soit les géoréférencés, parce qu'ils ne sont pas toujours disponibles géoréférencés, ou aller superposer les lignes de pointe, puis vraiment essayer d'aller voir s'il y a un lien entre nos variations de rendement puis l'emplacement de nos drains. Surtout quand on voit que c'est des lignes, là, les zones plus belles puis moins belles, là. Alors, toujours dans notre grand questionnement avec mon producteur. Donc, j'ai sorti le dernier plan de nivellement qui avait été fait chez lui. Donc, à gauche, on a le plan de nivellement par section. C'est un producteur qui nivelle laser. Donc, il y avait des sections. C'était un design particulier qui avait été fait au départ c'était comme pour couper l'eau qui venait de chez le voisin. Fait que, on voit qu'il y avait vraiment une concentration de l'eau là, dans un genre d'entonnoir. Puis après ça, on avait pris une topographie, une microtopographie avec GPS en 2014. Fait que je vous l'ai mis ici. On voit les endroits les plus bas sont en bleu. Les endroits les plus hauts sont en rouge. Puis les lignes blanches montrent ce serait quoi l'écoulement de l'eau en fonction des pentes. Puis finalement, on a notre carte multi-année qui est sur le côté ici. Donc, qu'est-ce qu'on concluait en regardant ça? Premièrement, en prenant les pentes, on voyait qu'on avait fait un fait quand même assez large. On était à 92 mètres en haut, puis la pente latérale était faible. On était à 0,2 %. Donc, puis on voit que notre eau, elle ne sort pas au bout, elle sort latéralement. Donc, il y avait un petit problème de ce côté-là. Comme je disais, on a vraiment créé un genre de cuvette pour diriger l'eau. Mais le long de la ligne bleue, ça fait qu'on vient vraiment concentrer l'eau à cet endroit-là parce que il y a de l'eau qui se rencontre du haut et du bas du champ. Donc, ça semble poser problème quand on regarde à côté la carte de rendement. Puis, sinon, en général, on voyait que les zones de faible rendement, c'était des zones où on avait plus de courants d'eau qui se concentraient. Fait que là, on regarde ça, on se dit, c'est le temps d'aller au champ. On va aller valider sur le terrain. Donc, souvent, ça va être aussi pour ça qu'on va beaucoup aimer d'avoir les cartes de rendement pour spotter nos endroits où on va aller faire nos profils. Puis essayer d'avoir une idée représentative, là, prendre les plus belles zones puis prendre les moins belles zones. Donc, là, dans ce cas-ci, j'avais choisi deux profils, 1 et 2 qui étaient comme mes moins belles zones, puis 3 et 4 qui étaient mes plus belles zones. Donc, on est allé en décembre creuser. Et notre premier trou, le profil numéro 1, on était dans l'eau. Puis pourtant, c'était sec au champ. Là, on se promenait en auto au champ. Mais quand on s'est mis à creuser, l'eau, elle sortait. Puis je ne vous lirai pas tout le texte, là, mais c'était juste pour dire, on voyait qu'il y avait vraiment un problème d'infiltration puis de compaction dans cette zone-là. Puis en même temps, c'est là qu'on envoyait l'eau de la moitié du champ. Donc, on se disait, ouais, il n'y a pas de vers de terre, il y a vraiment un problème à cet endroit-là, très argileux. Après ça, je vous ai mis tout de suite le site numéro 4. C'était similaire là, pour le site numéro 3 aussi. Là. On a constaté que c'était beaucoup plus sableux, même si les cartes pédologiques ne nous le montraient pas. Puis que c'était plus facile à creuser, il n'y avait pas de présence d'eau. En même temps, on le voyait aussi avec les cartes topographiques, là, que l'eau ne se dirigeait pas vers là. Mais on voyait que il y avait vraiment une différence sur l'infiltration là, dans ces zones-là. Alors, après ça, qu'est-ce qu'on a fait? Ici, je vous ai mis la topographie avant-après. Le producteur il a renivelé. Après ça, je vous ai mis dans le milieu les coupes remplissage.
puis l'écoulement de l'eau, comment il était planifié. Donc, le producteur, il avait toujours nivelé le laser. Puis, on voyait que ça créait comme des zones de jonction très marquées qui posaient problème. Alors, on a décidé, le producteur, il a décidé qu'il allait essayer un système GPS. Il a loué un système GPS pour cette année-là. Puis, ça nous a permis aussi de pouvoir balancer la Terre sur plus grand parce que quand on était en laser, on était tout le temps pris dans nos petits carrés. Puis il a pu vraiment venir faire une belle jonction smoothée dans notre entonnoir. Sinon, on a tassé notre fête. On est venu le mettre plus au milieu, puis augmenter notre pente latérale. Fait qu'on voit ici là, qu'on est venu couper puis remplir au milieu. Fait qu'on a pris de la terre à l'endroit où est-ce que c'était beau puis que ça fonctionnait bien. Puis on est venu vraiment là, améliorer notre entonnoir pour essayer de mieux sortir l'eau. Le producteur aussi, après avoir nivelé, au début, il voulait juste arranger les drains dans le bas du champ parce que il y avait vraiment comme une configuration des drains qui fonctionnait moins bien. Mais finalement, il a décidé de doubler tous ses drains. Mais étant donné que la partie nord, il disait que il y avait un coteau plus sableux, que ça avait tendance à être plus sec en haut. On a posé aussi un contrôle de nappe en haut là, du champ. Le contrôle de nappe, je vous ai mis un petit schéma ici. Là. C'est pour permettre de pouvoir fermer le système de drainage à la hauteur qu'on veut, puis essayer de garder l'eau. Puis sinon, une autre chose qu'on avait vu en allant au champ, c'est que on envoyait beaucoup d'eau dans le fossé ouest, au côté sud-ouest. Puis le fossé, il commençait à se remplir, là, fait que le producteur l'a nettoyé. Puis il a mis du fumier, il a mis de la chaux, il implante des cultures de couverture à chaque fois qu'il peut dans sa rotation, mais c'est surtout après le blé. Donc, qu'est-ce que ça donne tout ça? En tout cas, je vais faire mes titres, mais je crois que j'avais mis la carte de rendement de soya ici. Puis, attendez, je vais juste essayer de voir si je peux. Ah, mon Dieu, je peux le tasser. Super. OK, bon, pardon, c'était le maïs. Bon, maïs 2017. Fait qu'on voit une carte de maïs avant, puis on voit une carte de maïs après toutes les opérations que je vous ai nommées. Là. Fait que du maïs en 2020. 2020 qui a été une année quand même sèche, là. Fait que ça compte aussi dans l'interprétation. Donc, on voit toujours notre pattern qu'on avait là, en bas et en haut à gauche. Puis là, après le nivellement, là, on voit, j'ai mis les mêmes catégories pour essayer de visualiser mieux. Fait qu'on voit que nos zones qui étaient au-dessus de 12 tonnes, avant, on était à 1,2 hectares, puis là, on est passé à 1,9 hectares. Donc, on avait quand même augmenté nos zones. En même temps, c'était une année plus sèche, fait que c'est sûr que ça va nous prendre plus de données, là. Je crois que j'avais fait les stats. Voilà. Donc, puis là, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, quand on regarde la moyenne puis l'écart type, ce qu'on va essayer de réduire beaucoup en améliorant un champ, c'est de réduire l'écart type, que nos données soient le plus possible uniformes. Donc, avant, on était à 10,87 tonnes hectare. Là, on était à 11,31. Puis l'écart type a quand même pas mal diminué. Avant, on était à 1,85, ce qui était quand même élevé. Puis là, on était tombé à 1,12. Donc, on voit qu'on est venu resserrer notre écart type. Donc, ça, c'était intéressant. C'est sûr que c'était une année. Après ça, si on compare notre soya en 2021, nos données toutes fraîches, là, j'ai pris ma carte multi-année pour comparer avec de quoi ça a l'air les données en 2021. Comme je vous disais, il y a mon essai en plein milieu qui biaise un peu les données. On ne peut pas vraiment comparer la moyenne, mais on voit que nos patterns ont changé quand même aussi. Ils sont peut-être encore un peu similaires. OK. Fait que si on vient comparer une année avant avec une année après nivellement,
Je vous ai mis le CA 2015 et le CA 2021, mais je vous ai rajouté la station météo la plus près. C'est quoi la moyenne de la pluviométrie dans les dernières années? Puis, ça avait été quoi en 2015, puis en 2021? Parce qu'on ne se rappelle pas, mais 2015, ça a été quand même une année mouilleuse. C'est au-dessus de la moyenne, alors que là, 2021, on s'en rappelle, ça a été une année sèche. Quand même assez sèche là, avec le mois d'août à 34 aussi. Là, on a eu un mois de mai très sec, un mois d'août très sec. Donc, c'est sûr que ça joue aussi sur nos rendements. Puis je dis ça, on voit que ma moyenne est plus basse en 2021. Puis on pourrait se dire, ah ben là, il a fait tous ces changements-là, puis au final, il est plus bas. Mais tu sais, on n'a pas la même météo. Mais tu sais, c'est comme je disais, l'écart type va être intéressant parce que tu sais, on voit qu'on a encore réussi à diminuer notre écart type. Fait qu'on était à 0,51 avant, puis là, on est à 0,39. C'est sûr que tu sais, en ayant plus de données, ben, on va pouvoir éventuellement mieux chiffrer les améliorations, qu'est-ce que ça a donné. Alors, ben, c'est ça. C'est vraiment important de bien valider nos données pour partir avec, avec les bonnes données. L'interprétation va demander, ben c'est ça, il faut connaître le terrain, l'historique. C'est difficile là, d'avoir une carte une fois qui nous arrive puis de pouvoir faire des conclusions là-dessus. Mais ça va vraiment nous aider quand même pour cibler où est-ce qu'on va aller investiguer davantage au champ. Puis, quand ces cartes-là existent, on veut les valoriser. Là, on veut utiliser toute l'information qui est disponible. C'est riche, des cartes de rendement. Fait que quand c'est possible de les transmettre à vos conseillers, c'est formidable. Puis j'aimerais ça finir en disant, il y a des producteurs qui m'écoutent qui ont des capteurs de rendement géoréférencés. Nous, on fait un projet avec Agriculture Canada. Puis, si vous voulez investiguer davantage ça, puis vous avez des données de gestion aussi, on cherche des producteurs. Donc, je vous ai mis les coordonnées de ma collègue qui est sur le projet. Alors, voilà, je sais pas répondre aux questions. Donc, merci beaucoup, Madame Mousseau. Ça fut très intéressant, surtout d'avoir un cas concret d'un producteur, là, puis voir les actions qui peuvent être menées. Là. Je pense que c'est très intéressant. Donc, merci pour votre présentation. Donc, je vais passer à la période de questions. En fait, je pense qu'avant de plonger dans les questions, je pense que les gens sont curieux de savoir c'est quoi le projet avec Agriculture Canada. Juste le dire un peu, puis après ça, on ira dans le contenu. Ben, dans le fond, Agriculture Canada, il aimerait ça avoir assez de données pour pouvoir nourrir un algorithme pour après ça pouvoir essayer de prédire ce serait quoi les zones qui sont moins productives ou plus productives en Montérégie. Donc, c'est pour ça qu'on cherche des données de gestion précises puis des données de rendement géoréférencées pour Parfait. nourrir la machine. Oui. D'accord. Donc, avis à tous. Parfait. Donc là, maintenant, dans les questions, il y a quelqu'un qui demande quelle est la méthode d'interpolation utilisée pour les cartes de rendement? Bien, je vous dirais que dans SMS, c'est pas très clair là, comment il interpole. Fait que moi, je préfère marcher par grille puis choisir la grosseur de mes carreaux parce que c'est ça là. Sinon, ils vont y aller par distance inverse là. Mais des fois, ça biaise un peu quand on fait les ondes avec ça. Là, fait que j'aime mieux y aller par grille, normalement. OK, parfait. Donc, une autre question, c'est lorsqu'on parlait, vous aviez présenté des tableaux, est-ce que ces tableaux-là, ces données-là sont sortis avec SMS Basic ou Advanced? Je pense que vous Ah, avez. Basic, Basic. Basic, c'est ça votre licence que vous aviez, je pense. Hein? Ah non, on a Advance, Ah, mais vous pour avez sortir Advanced. OK. les stats puis tout ça, ça vient tout de suite. Ben, c'est avec Basic, puis dès qu'on rentre une carte, ça sort très facilement automatiquement. OK, parfait. Donc, les gens vont pouvoir savoir que ce que vous avez présenté, la majorité, ils peuvent l'obtenir à l'aide de Basics. Oui, c'est juste les cartes Parfait. multi-années que ça prend absolument Advance. OK, parfait. Une autre question, c'est qu'est-ce que vous avez fait dans le... là, je pense que c'est par rapport à une section du champ.
Qu'est-ce que vous avez fait dans le profil de sol pour gérer l'eau? Ah, quand on creusait? J'étais avec Bruno Garon, il a mis ses bottes, puis on a creusé plus, là. Mais, tu sais, dans le fond, le producteur, tu sais, on a vraiment comme, on a amélioré son infiltration quand même avec des cultures de couverture. Euh, puis, je sais pas, là, dans le fond, on envoie moins d'eau à cet endroit-là. Fait que, d'après moi, c'est moins pire, là, mais c'est sûr qu'il faudrait qu'on retourne creuser des profils dans une situation similaire, là. OK, j'espère que parfait. Ben, j'espère que j'ai bien interprété la question. Sinon, écoutez, je vous invite à la reformuler dans le Q&A. Puis là, en attendant les autres questions, vu qu'il nous reste quelques minutes, je vais vous re-questionner par rapport à ce que je vous avais demandé au début à tous. Là, j'ai reformulé pour que vous soyez capables de tous répondre, là, pour qu'on ait une vraie idée de qui a des capteurs de rendement ou qui utilise des cartes de rendement, étant donné qu'on avait un petit. Donc, je vous inviterai à y répondre, puis peut-être que ça va nous donner une idée aussi là, pour un projet d'Agriculture Canada, puis voir les gens, combien de personnes peuvent intégrer ça à leur pratique. Puis sinon, écoutez, je vous invite à formuler d'autres questions. Moi, j'avais noté le nombre de producteurs plutôt que le pourcentage. Oui, mais le nombre de producteurs, mais là, dans la deuxième question, on avait comme on avait mal paramétré, donc on n'était pas possible de savoir OK. vraiment il y avait combien de producteurs qui avaient des capteurs de rendement géoréférencés, là. OK. Donc, on va le laisser aller, là. Ça va peut-être alimenter, puis peut-être laisser le temps aux gens de répondre. Puis en attendant, là, j'ai une question ou un commentaire qu'une personne a mentionné qui a un frais d'acquisition de 1500 US pour Basic, pour Ah, ça SMS, se puis peut. 3500 pour Advance. Ensuite, il y a les frais de mise annuels. Ah, je m'excuse. J'ai Non. regardé rapidement pour ça parce que mon copain m'avait dit qu'il trouvait que c'était intéressant à savoir, mais j'ai pas été revalidée avec le fournisseur. Ça fait longtemps, nous autres, qu'on l'a acheté. Fait que, ouais, ça se peut qu'il y ait un coût d'acquisition au Maintenant. départ, là. Ouais. Bon, ben merci à la personne pour Mhm. cet ajout. Donc, je vais mettre une fin au sondage parce que ça l'arrête de bouger. Puis je vais partager les résultats. Puis là, on va avoir une meilleure, une meilleure idée là, de personnes qui l'utilisent, là. Fait que dans l'absolu, là, il y a 5 producteurs. Tout à l'heure, j'avais 10 personnes qui avaient dit qu'ils l'avaient, mais peut-être qu'il y a des gens qui ont quitté. Mais c'était juste pour Oui, se c'est donner ça, une c'est idée, pas, là. c'est fort possible, là, c'est ça, là. Puis les conseillers, fait que ça donne une meilleure idée là, en ratio des gens.